Il y avait par exemple la première histoire, si vous voulez, grosso modo, hein, c'est pas une interview, Oui. on est entre amis. Euh, Lorsque vous aviez été chercher un nouveau Spitfire, je crois, pour l'aérodrome où vous étiez, je ne sais pas si c'était Long, et à un moment où vous reveniez, on vous avait averti qu'il y avait un problème. Il y avait deux avions qui étaient en train de mitrailler l'aérodrome. Et à ce moment-là, je crois que vous n'aviez pas résisté à la tentation. À un moment donné, vous aviez essayé d'intervenir. Ah non, c'est pas ça. C'est quand je suis arrivé. Le soir sur Tempest et au 200, l'escadron, en plus c'est 56, oui, où on m'avait désigné d'aller, où je devais faire une vingtaine d'heures de vol d'opération pour m'habituer au Tempest, parce que je suis arrivé, j'avais 5-6 heures de Tempest, bon. Et j'arrive là, et je tombe sur la moitié des mécaniciens, des anciens mécaniciens de la 602, de la 602, qui immédiatement ont commencé à faire ma pub, hein, à faire ma publicité, dire oh là là, mon ça alors, oh là là, celui-là, enfin, vous voyez, qu'un petit peu. Puis ils étaient très fiers d'avoir quelqu'un qui était leur pote, moi je leur ai sauté au cou, etc. Et le premier avion on me donne un avion tout neuf, n'est-ce pas, tout neuf, et on me demande comment je veux régler les canons, je leur explique, surtout le système de l'arrosage, comme je n'étais pas tellement bon tireur, donc on arrose le maximum de ciel, hein, au maximum, et puis après, je vais aller faire un canon test pour voir comment les canons tirent, etc. Et me voilà parti, alors ce que l'on faisait, on arrivait là jusqu'au Rhin, et comme les Allemands étaient de l'autre côté, on tirait vers l'Allemagne, et on regardait si les canons, après ils vérifiaient, pour voir si tous les canons tiraient à peu près à la même cadence. Ils vérifiaient les munitions. Et j'arrive au moment où j'allais sur la Rhin, il y avait des nuages, et entre deux nuages, je vois passer un Messerschmitt 109. Et alors moi j'étais très fort en identification d'avion, j'ai immédiatement identifié ça, mais si vous savez qu'il perdre en connaissance pour une chose, hein, et j'ai piqué dessus, et lui se croyait de retour en Allemagne, se croyait bien tranquille. Il était à faible hauteur, non? Il devait être à peu près à 3000 pieds, quoi. Mais in and out des nuages. Il rentrait, sortait. Et j'ai suivi peut-être pendant 2 minutes, et puis finalement j'ai été apporté par derrière, je m'efforçais de rester dans un angle mort, et puis je l'ai assassiné, enfin, j'ai presque eu des regrets. Vous savez, 4 canons de 20 mm à 200 mètres, il y a quelqu'un qui ne s'en doute pas, qui continue à voler tout droit. Et quand je suis rentré, alors là, ça a été, le militaire a dit, ah oui, on vous l'avait dit, dès le premier jour, celui-là, et tout ça, j'avais dit, faites très attention au film. Je lui ai dit, personne ne va te croire. Hein. J'ai dit, alors sortez-moi cette caméra, hein, le film, cette caméra, hein, je vous le confie. Hein. Et le film était bon. Mais le film, on voyait tout convenablement, enfin, on voyait bien le Messerschmitt 109 et tout. Et d'ailleurs, je me souviens, puis alors là, j'ai été présenté, le lendemain matin, j'allais me présenter avec mes papiers et tout, au commandant de l'escadre, parce que je venais d'arriver. Ah, il me dit, alors c'est vous? Il me dit, dites donc, hein, vous faites des arrivées. Il dit, j'avais été prévenu que vous étiez un original, mais comme vous étiez, vous n'étiez pas. Mais alors, donc, à l'arrivée, je lui dis, avez-vous vu le film? Il dit, oui, c'est la première chose que j'ai voulu voir. J'ai voulu voir le film, mais vous tirez bien. Je lui dis, donc, je regrette, je ne tire pas bien. Bon, il me dit, en tout cas, avant que vous sonniez votre propre trompette, hein, je tiens à vous dire, à vous expliquer un petit peu ce qui se passe ici. Alors, quand il m'a expliqué ce qui se passait, là, il avait perdu 141 pilotes. 141 pilotes. C'est pas incroyable. Il perdait. Ce qui était fantastique, les escadrons perdaient entre 7 et 10% des effectifs tous les jours. Tous les jours. Des effectifs engagés. Alors, comme ils engageaient 12 pilotes sur les 28, grosso modo, vous voyez un petit peu à quelle vitesse ça tournait. C'était dément.
Donc celui qui durait un mois était... Ah ben oui, alors il y avait ceux, mais c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes qui tournaient et les mêmes qui s'en sortaient. Alors de temps en temps, il y avait un des vieux qui se faisait descendre quand il finissait par avoir trop confiance en lui, c'était le cas de Fairbanks ou de gens comme ça. Moi j'étais déjà devenu un vieux renard, ça faisait 3 ans que j'étais dans ce jeu de con. Je me suis dit, oh là là, oh là là, oh là là, soyons prudents. Et puis alors là, tout de suite, ils nous ont fait faire les trucs que je détestais, c'est les attaques de train, les attaques d'aérodrome. Tout ça, j'avais une frousse maladive. Frousse maladive de ça. Oui, c'était là où l'indice des pertes était très haut. Ouf, là, 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 là. Plus qu'en combat aérien, non? Ah oui, oui. Alors, bon, naturellement, la Royal Air Force, il faut dire que la 122e, 122 Wing, la 122e escadre, avait une réputation terrible, puisque je crois que les 2 tiers des attaques de locomotives de toute la Royal Air Force ont été faites par la 122e escadre. On pensait que c'était bien la peine d'arriver là. Mais heureusement, on n'a fait ni bombardement ni roquettes. Hein. On faisait quand même de la chasse pure, on attaquait au canon. Bon. D'ailleurs, après la guerre, toutes les assessments, les études faites ont prouvé que finalement, on leur faisait pas grand mal. On leur faisait pas grand mal. Ça les embêtait, ils étaient furieux, le train était en panne, ça foutait en l'air les horaires des chemins de fer, des Luftbahn, des Bahnhof. La précision allemande. Mais pour le reste, au point de vue stratégique, c'était pas trop. Pas tellement. C'est-à-dire qu'on se fait tuer du monde vraiment, vraiment inutilement. Vraiment inutilement. J'ai perdu beaucoup de pilotes en attaquant les trains, il fallait vraiment. Ça me foutait hors de moi. Jusqu'à la fin, il y avait tellement de flaques. Ces trains. Et puis ils tiraient tout de suite. Hein. Dès que j'entendais un bruit de moteur, tout le monde tirait. La plupart de ces trains étaient équipés, non Oui, oui. Un wagon au milieu, un wagon à l'avant, un wagon à l'arrière. Avec des quadruples de 20. Et parfois, en plus, il y avait un wagon avec des 37, un tube de 37 pour tirer le loin, pour nous faire peur. Alors, il n'y avait pas no future. Il n'y avait pas de tactique, disons, idéale pour essayer de ne pas perdre. Non, parce que la locomotive, vous savez, les angles, là, il n'y a pas 150 angles. Hein. Alors, où on prenait un angle vers l'arrière et on longeait le train, on se tirait dessus tout le long du train, on l'attaquait par l'avant, il y avait et puis quand on sortait de l'attaque, et puis si on virait, on ferait. Alors, ce qu'il fallait le mieux était de foncer dessus, et puis plouf, et puis immédiatement rester au ras du sol en ondulant, en se cachant derrière la moindre, derrière les arbres, derrière tout ce qu'on pouvait trouver, quoi. C'était idiot. C'était un jeu imbécile. Non, et la plupart, je crois que dans le Grand Cirque, vous racontez à un moment donné que quand vous sentiez que c'était trop risqué, vous n'aimiez pas lancer les gens, enfin les pilotes dans mais alors, c'était toujours très embêtant, parce qu'on avait toujours des jeunes qui voulaient toujours tout bouffer, tout manger, tout dévorer, tout tuer. Alors, on passait pour un dégonflé. Je me rappelle, j'ai une histoire, une fois, on passe au-dessus des l'aérodrome de Münster. Il y a un trou dans les nuages, et on passe au-dessus de l'aérodrome de Münster, et on voit en train de taxier, probablement une escadrille de Messerschmitt 109 qui se préparait à décoller. Alors, instantanément, la radio était pleine. Ah, vous avez vu, là en dessous, il y en a. Alors, on a beau leur dire, fermez vos gueules, taisez-vous, shut up. Bon, oui, je les ai vus. Mais vous comprenez que la dernière chose que j'allais faire, c'est d'emmener 12 pauvres imbéciles, enfin 11 pauvres imbéciles plus moi, qui aurait été le plus imbécile de tous, à l'attaque d'un aérodrome à Münster, le long de la gare de triage, la grande gare de triage de Münster, où il y avait probablement 25 affûts quadruples de flaques qui n'attendaient que cette occasion. Bon. Je dis, si on les voit décoller, alors on est resté à tourner un petit peu, disons pendant une demi-minute, et instantanément, les 88, les canons de 88, pof, 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 pof. On se fait redescendre pour un avion de chasse par un canon de 88 qui est fait pour tirer sur des bombardements. C'est le compte du déshonneur. Je dis, bon, on fout le camp. Bon, oui, mais quand je suis rentré, les gars me faisaient la gueule. Hein. Moi, je sais, parce que j'ai dit, rock en meuble, alors ce français, il a caressé, il est dégonflé. Non, mais moi, je voulais pas.
J'aurais dit, beaucoup d'idiot. Si vous êtes là encore... sur vous tous, il y en a au moins 4 ou 5 qui seraient restés. Bien sûr. Hein? Alors, je crois que c'est ce qui est arrivé lors de l'attaque contre l'aérodrome de Choisy. L'aérodrome, ça, on était obligé de le faire. Voilà. Et vous êtes restés que 2, non? 2 sur 8. Madame, c'est vous. 2 sur 8. D'ailleurs, c'est raconté l'histoire dans tous les livres officiels allemands, l'histoire de l'attaque d'Aldorn. Et c'est pas Aldorn, l'attaque, c'est Schwerin. Et Aldorn, c'est là que j'ai le pilote allemand, que j'ai tiré, que j'ai tiré était le lieutenant Both. Que vous avez qui a été grièvement blessé, et c'est indiqué dans le livre, c'est très amusant. On trouve, moi je ne savais pas comment il s'appelait, mais les dates et tout, les tempêtes. Ça coïncide. 2 tempêtes qui attaquent, 2 longs nez qui décollent, tel jour sur l'aérodrome d'Aldorn. Et vous aviez pensé que le pilote ne l'en avait pas. Moi je pensais que le pilote était mort, pas parce que l'avion était grièvement blessé, mais il avait été récupéré. Oui, il avait été récupéré. Sur les anecdotes, j'ai l'impression qu'il y en a une qui est aussi spectaculaire, si j'ai bonne mémoire, et j'ai l'impression que Daniel Costel en parle à un moment donné dans l'entrevue, où vous aviez abattu coup sur coup 2 Messerschmitt en très peu de temps. Et vous répondez non, mais enfin j'ai quand même un peu tardé entre les deux. Ah oui, non. Oui, mais ça c'est le livre que la ville de Glasgow a publié sur l'histoire de la 602. Et alors, il raconte, oui, qu'une fois, j'ai descendu 2 Messerschmitt 109, un à un bout de l'aérodrome, l'autre à l'autre bout de l'aérodrome. Il ne faut pas charrier. En réalité, j'en ai descendu un, en effet, qui est tombé à peu près à 500 mètres du bout de la piste, en dehors de l'aérodrome, naturellement. Et puis l'autre, il a sauté en parachute, mais il était à 2-3 km. Mais le parachute donnait l'impression. Tout le monde a couru après, en jeep, après le parachute. Voilà, c'était ça. Mais en réalité, c'était un petit peu différent. C'était pas pif-paf. Pif-paf aussi. Non, c'était pas pif-paf. Mais l'autre, c'était très drôle, parce que le premier, personne ne l'avait remarqué. Les gens ont vu d'un coup un 109 qui tombait en flammes. Tout le monde, le bruit des moteurs, tout d'un coup, ils se sont retournés, ils ont vu ça. Et puis ils ont vu mon Spitfire, je traversais l'aérodrome, et il s'en est fallu d'achever que la flaque que la DC anglaise me tire dessus. C'était déjà arrivé. Hop. Et alors, juste comme je remontais, hop, j'ai vu le deuxième. Alors, je suis monté par-dessous, comme ça. Alors, le deuxième tournait pour repartir derrière les lignes allemandes. Alors, j'ai tiré sans grand problème. En réalité, je l'ai tiré comme moi, j'avais été tiré le 12 mai, exactement. Au-dessus de la Manche, même façon, non, dans un virage, oui, au-dessus de la Manche. Dans un virage, comme ça, par-dessous. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de corrections, c'est facile comme tir. Et ces 2 Messerschmitt venaient juste de mitrailler la base, je crois. C'est ça, oui, oui. Enfin, ils avaient mitraillé en dehors de la base un convoi de camions. Un convoi de camions, parce que le second, contrairement à la légende, là encore, parce que les légendes ont la vie dure, le second était en dehors de la base et remontait. En réalité, probablement, il escortait le deuxième. Il escortait le premier, vous voyez. Ou alors, je sais pas. C'est difficile à dire, hein, ce qui se passait. Je me rappelle très bien, je le vois encore. L'avion, et le pilote a sauté en parachute. Et tout le monde a couru après ce parachute. Et donc ça a été pratiquement fait devant les... Ah, sous les yeux de tout le monde. Alors là, vraiment, ça c'est le genre de truc cinéma dont on rêve. Hein, alors après, on prend petit verre modeste. Quand on rentre, on dit, oh, ces Français, ils sont insupportables, ils font toujours l'image. Et ce Spitfire, je crois que c'était un Spitfire tout neuf que vous rameniez à la base. Un Spitfire tout neuf. Oui, oui. Je ramenais de Detling. C'est pour ça que ce sont des anecdotes justement qui sortent un peu du commun. Hein, qu'il faut... Je le ramenais du CMU, Central Maintenance Unit. C'était un Spitfire remis à neuf. Enfin, mais il était... Donc parfait. Le commandant de la base, il était peut-être pas trop content au début, non? Mais non, c'est pas ça, c'est que en réalité, n'est-ce pas, tout ce qui n'était pas fait un petit peu dans les règles risquait de provoquer des... Bon, mais là, il était tout seul, c'est l'opportunité, hein, c'est purement l'opportunité. D'ailleurs, c'est très curieux, ce que j'ai vu du premier avion, je me rappellerai toujours, parce qu'on était au bord de la mer, hein, c'est l'ombre de l'avion sur la mer. Avant de voir l'avion, j'ai vu l'ombre de l'avion. C'est drôle, hein?
C'est ce qui Parce est que je ralentissais, j'attendais de pour ralentir. atterrir. Je me préparais à baisser mes roues et tout ça. Quand j'ai vu l'ombre de l'avion, je me suis dit, tiens, c'est drôle, c'est pas l'ombre d'un avion Le profil, allié. J'ai levé les yeux et là devant moi, comme ça, il ne pouvait pas me voir, j'étais dessous. Justement. Je vois un Messerschmitt 109 avec ses croix noires, des grandes croix noires. Ah ben j'ai dit, tiens, ben voilà. Et j'ai pas pu le tirer dessus parce que il a commencé à partir. Et alors là, il a fait la bêtise, il a commencé à tourner, et j'ai tiré très loin, hein. Sur le film, j'ai tiré très loin, mais il n'y avait pas de correction, il n'y avait rien. J'ai visé très loin au-dessus, j'ai fait un petit coup d'arrosoir, il a été touché 2 obus, plaf. Et j'ai eu de la chance, ils sont... Parce qu'il y a des fois, moi une fois j'ai tiré un Messerschmitt 109, je le raconte dans mon De livre, très près. à bout portant, Et vous avez vu et je ne l'ai pas touché. C'est pas incroyable, il était vraiment... J'ai tiré toutes mes munitions dessus. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Et non, mais je voyais même pas l'impact. C'est ça qui est plus. Mais ma parole, c'est qu'est-ce que je tire? Des munitions à blanc ou quoi? Une blague. Blancos ou qu'est-ce que c'est? Et l'explication, peut-être que le point de Trop large. trop large. Et ça passait de chaque côté, j'étais trop près. Quoique le pilote devait avoir une bonne frou. Mais non, mais parce que ce que je ne comprends pas, c'est on le voit très bien dans le film, et il n'a réagi qu'à la fin. Vous voyez, il a réagi qu'à la fin. Mais même quand il a dégagé, puis alors moi j'ai fini mes munitions, et quand il est parti, on le voit très bien dans le film. Parti, il n'a pas été touché. Il a dû avoir la fousse, c'est vrai, mais il n'a pas été touché. Et justement, Pierre, puisque vous parlez de ça, à un moment donné, les Anglais avaient l'habitude d'envoyer les meilleurs pilotes au Central Gunnery School, à Castfoss. Donc on les envoyait pour encore plus perfectionner. Oui, c'est-à-dire qu'ils partaient du principe que ce n'était pas la peine d'envoyer les gens dans une école de tir, sinon pas déjà la notion de la géométrie dans l'espace d'un combat aérien. Et puis s'ils n'en ont pas raté un certain nombre, comme ça ils y croient. Alors moi on m'a envoyé là, je pense que je devais avoir 12 ou 15 victoires, c'est tout. Tous les gars qui étaient là étaient les gars qui avaient beaucoup de victoires. Ça m'a rendu très service. Après, parce que, après, vraiment, j'ai commencé à très bien tirer. Quoique 15, c'était pas mal. Hein. J'ai commencé, oui, mais enfin 15 sur 2 ans. Hein. C'est-à-dire qu'après, je tirais bien. Enfin, on peut dire pratiquement, j'ai descendu 1 sur 3 des avions sur lesquels j'ai tiré. Hein. Donc, après votre passage à cette... 4 fois, oui. Donc, c'était efficace. Alors qu'avant, j'ai descendu 1 sur 50. Mais j'exagère pas, peut-être pas 1 sur 50, mais bien 1 sur 10, quoi. Et encore. Et en quoi consistait ce cours de perfectionnement? Avec des épreuves pratiques? Ah oui, oui. On nous faisait tirer sur beaucoup de ciné-caméras, mais dans des conditions dures de combat, avec en face de soi des instructeurs qui étaient tous des as, et tout ça. Et les élèves étaient des as, tous. Oui, parce que Berling... il y avait tous des types Malan. extraordinaires, même des types qui venaient du Pacifique. Bon, Les Américains qui revenaient du Pacifique, oui. Et ils étaient fortiches, les gars. Alors donc, c'était utile. Et puis, puis c'était des avions différents. Il y avait les P-47, il y avait les P-51. Vous avez volé sur ces avions? Ah non, nous, on volait sur notre avion d'armes, propre que était le Spitfire. Vous avez terminé avec le 9, non? Le 9B, je crois. Sur les Spitfire en 9B, oui. 9B. Puis après, je suis passé sur Tempest. Et donc, au moment où vous êtes arrivé sur Tempest, c'est là où vous avez remarqué une amélioration pour une... Ah oui. À la suite de ces cours considérables. Oui, ça c'est important, je sais. Ah oui, ça c'était... Puis alors on nous montrait sans arrêt des combats de films, des films de combat. Sans arrêt des films de combat. Et ça, donc, Combien de temps a duré ce stage? 3 mois. Intensif. Puis après j'ai fait 1 mois d'état-major, je dis out. C'est-à-dire, j'ai fin juillet, c'est août, septembre, octobre. J'ai fait novembre à l'état-major et en décembre je suis parti. Une autre question, si vous n'êtes pas fatigué. L'épisode du sous-marin que vous avez obligé à s'échouer,
Parce que Ah ben ça, c'est la fin de la guerre. La fin de la guerre. Vous savez, un pauvre de sous-marin, c'est dans les derniers jours de la guerre. On a tiré sur un sous-marin allemand, qui était probablement endommagé déjà, et qui ne pouvait pas plonger. Et comme on était le long de ces côtes allemandes, vous savez, du Danemark, il y a ces grands bancs de sable, ces îles de sable, enfin, c'est la fin des îles Frison, il devait en avoir marre, et il s'est échoué, et on a vu tous les hommes partir, bon, on n'a pas tiré dessus, naturellement. vous étiez toute une escadrille ou simplement Non, on était 6. 6 Le son Tempest, on volait en fleet 6. de 6. Rarement on volait à 12 ou à 24. Disons On a volé à 36 peut-être très peu. 5-6 fois. 5-6 fois. Le reste, c'était toujours 2 sections de 3, non? Oui, non, toujours, jamais les 3. On ne volait plus comme ça. Ah, non. Le fleet 6, c'était 4, enfin, c'était 4. Oui, enfin, 4. Four finger, non? Oui, mais c'était comme ça, voilà. Ah, d'accord, avec 2 qui couvrent. Oui. Mais tout le monde se couvrant. On était pratiquement tous en line abreast. Tous Formation. pratiquement comme ça. Ce qui fait que quand il y avait un virage, on croisait dessous. Il fallait avoir fait plusieurs manœuvres pour éviter de se rentrer dedans, mais ils connaissaient, c'est-à-dire on volait toujours stagger, n'est-ce pas, En échelon. En échelon, comme ça. Ce qui fait que quand on virait, chacun trouvait sa place Dans dans le même le virage. mode. Ah, c'était le crossover, mais vous voyez, pas que si on est deux, n'est-ce pas? Bon, on tourne, l'autre fait ça. C'est ça, automatiquement. Vous voyez? Si on tourne par là, on fait ça. Donc chacun dans sa position savait exactement la Oui. manœuvre. On Donc, le faisait automatiquement. il n'y avait aucun problème de me Non, regarder. pas de commandement, rien. Les gens le voyaient. Et pourtant, lors du défilé de la victoire, Ben oui, il y a toujours une connerie. Ah oui, mais ça c'était différent parce que c'était oui, racontez-moi le s'il vous plaît. c'était une formation de ce qu'on appelait une balbo. Vous savez, d'après l'Italien qui avait fait ce voyage avec tous ses hydravions, on appelait ça une balbo. Parce que, bon, alors là, c'était naturellement à la présentation, les avions ailes dans l'aile, et tout, c'est dangereux comme la peste. Hein, ce Oui, genre aussi. de truc complètement idiot. Et ça se terminait généralement mal. Et puis, bon, là, moi j'ai eu la chance d'avoir mon cockpit ouvert. Qu'on ne faisait jamais, parce qu'on avait un courant d'air. Mais comme moi j'étais le leader, je n'avais pas m'occuper normalement, n'est-ce pas, vous pilotez toujours en regardant à gauche. On regarde toujours à gauche, n'est-ce pas? C'est toujours très emmerdant de piloter en regardant à droite. Hein? Mais enfin, il n'y a pas moyen de faire autrement. Bon, mais moi j'avais à regarder ni à droite ni à gauche, c'était les autres qui regardaient vers moi. Alors, donc moi j'avais le cockpit ouvert et penché en avant, ce qui fait que c'est un peu une journée comme aujourd'hui, je respirais un peu l'air pur. Et à ce moment-là, donc, vous n'avez pratiquement rien vu, non? Ah, j'ai rien vu, j'ai senti le choc terrible, des morceaux d'avion dans tous les coins. Et puis on est chahuté, on est pahuté. Puis le bruit est épouvantable, j'ai pas le bruit que ça fait. C'était comme une locomotive. Puis la peur que l'on a, enfin, il y a tout ça, c'est instantané, n'est-ce pas? Et puis alors, on est lancé dans tous les coins, parce que l'avion a une aile en moins, je ne sais même pas ce qu'il avait en moins, mon avion. J'avais vraiment la queue coupée. Vraiment la queue coupée. D'après les témoins... Donc les listes de vos équipiers... oui, du numéro 3. Et en tout, combien d'avions étaient accidentés? 4 seulement, alors qu'il aurait dû en avoir... Parce que vous pensez que c'était les 4 du milieu de 36 avions. Alors tout ça, c'est parti dans tous les sens. C'est 36 avions, sont partis dans tous les sens. Et il ne s'est rien passé. C'était un miracle, il y a eu que ces 4 avions, donc 3 tués et moi. Vous avez été obligé de sauter en parachute? Ah tout, oui, naturellement. Oula, mais moi j'ai pu sortir parce que je n'ai pas eu à ouvrir mon cockpit. Voilà. Ben, j'ai gagné peut-être les 2 secondes nécessaire. Qui m'ont sauvé la vie, puisque le parachute s'est ouvert et j'ai touché un petit peu comme le russe c'est fort. À Paris. Oh, pof, et j'ai touché. Et j'ai touché dans du mou. En plus. Du mou parce que j'allais quand même vite. Hein, oui, parce que la hauteur était... Mais je suis sorti de justesse. Heureusement, j'étais un peu en biais. Un peu en biais parce qu'il y a eu un mouvement pendulaire. J'étais en haut d'un mouvement de pendule, plof, et j'ai touché. Et j'ai eu de la chance, j'aurais touché 20 mètres plus tôt ou 20 mètres plus loin. Il y avait 2 rangées de fils barbelés.
Je me serais fait très mal dans les barbelés. Comme quoi. C'est là que vous avez dit que la chance commençait à être fatiguée, non? Oui, ça alors là, ça faisait c'était le deuxième incident. Hein. J'avais le premier incident, je m'étais posé trop long sur un petit terrain, et arrivé au bout, j'avais freiné comme un sou, et clac, j'avais mis un avion sur le nez. C'est pour ça que je pilotais pas mon avion, d'ailleurs. C'était pas mon avion à moi que je pilotais le jour de la... Oui, dans le document. De la parade de Wilhelmshaven. Et puis à Copenhague, là encore, j'avais une fuite d'huile dans mon avion, et c'est pas mon avion que je pilotais. Alors là, j'ai dit après Copenhague, stop. Hein, oui, il valait mieux arrêter. 12 mai, encore un 12 mai. Le 12 mai a toujours été une mauvaise journée. 12 mai, avec votre 11 juillet, mais c'est 12 mai, 11 juillet. Et le 21 mars. Alors le 21 avril. 21 avril. 21 avril. Oui, le 21 avril, c'était la guerre. Bon, mais là, c'était en temps de paix. 12 mai. Et là, alors au deuxième coup à Copenhague, j'ai dit, bon, ça va. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à Hague, j'ai rencontré une dame très gentille qui est norvégienne, qui est danoise, lui, elle s'appelait Birte, je ne sais plus de son nom, mariée à un Français, Monsieur Rive, des gens très gentils. Et elle était petite fille, elle avait 12 ans, ses parents l'avaient emmenée voir ce fantastique show de Kastrup. Parce qu'elle habitait à côté de Kastrup. Elle se rappelait très bien d'avoir vu l'accident d'un avion. Elle me dit, comment vous êtes-vous? Incroyable. Hein. Oui, c'est amusant. Étant donné, justement... Oui. Alors, évidemment, vous savez, c'est un truc dont les gens se rappellent. Bien sûr. Hein, vous avez un magnifique salon aéronautique, mais les gens se souviennent de l'accident. Oui, en plus, c'était un moment assez important de l'époque. Comme tout le monde, on parle du salon aéronautique de 90, ou de 89, en fait, 89 plutôt. C'est le russe. Bien sûr. Ou 91, enfin non. Non, je crois que c'est 90, c'est les années... Eh bien, c'était l'avion russe, quand on se souvient de ça. Qui a sauté aussi très très... Mais ce qui est curieux, c'est qu'elle, justement, se soit retrouvée avec vous en ignorant qu'elle pouvait retrouver un jour le... Oui, parce que des amis leur avaient donné le grand cirque. Là-bas, à Hague, ils avaient une petite maison, des maisons, vous savez, les villas, avec le quai pour leurs bateaux, mais c'est eux qui nous prêtaient leur quai pour mettre notre bateau de pêche. Et puis on était en bon terme avec eux. Et puis il dit, vous avez été au Danemark, je vois que vous étiez à Kastrup, mais vous avez eu un accident. Je ne donne pas la date. Non, simplement... je ne donne pas la date, j'en parle comme ça rapidement. Oui, et puis alors là, on a discuté, c'est comme ça que c'est drôle. Hein. Le monde est tout petit. Donc, là, je vais arrêter la bande. J'ai un bon petit matériel là, j'ai l'impression. Donc, ce que j'ignorais, c'était que l'affaire du sous-marin, c'était avec les Tempest. Je crois que c'était à l'époque avec les Spitfire. Non, c'est les Tempest. Et ça s'est terminé comme ça. Le sous-marin s'est échoué, l'équipage est descendu. Il est sorti, l'agitant un drap. Et c'est terminé. Et tout, et puis dans ceux on savait qu'on lui avait pas fait grand mal, mais on les avait bien embêtés. Oui, parce que le bruit des obus de 20 mm sur la coque d'un sous-marin, ça fait beaucoup de bruit. Quoique le blindage résiste d'un sous-marin. Non, la coque extérieure est une coque très mince. C'est-à-dire que les obus perforants passaient au travers. Les explosifs explosaient. Sans perforer. Alors que les canons de 30, on a des photos, les canons de 30 des Mirages, sur les bateaux de guerre anglais, voir les trous dans la coque que faisaient les canons de 30. Hein. J'ai les photos des trous des canons de 30. Hein. C'était déjà un calibre qui était déjà utilisé. Les Allemands, c'est les Allemands. Avec le fameux canon. Oui. Et bon, l'épisode du Henkel, j'ai toujours été curieux, intrigué par ce Henkel que vous avez abattu. Je crois que vous m'aviez dit que c'était un remorqueur de cible. C'est possible bifuselage. Ah, c'était un bifuselage. Remorqueur planeur. Oui, donc ça m'intéresse. C'est un Henkel 111 qui bifuselage. Les deux Henkel, il remorquait des planeurs. Il remorquait d'ailleurs 2 planeurs, mais il les a largués tout de suite. Mais c'est pas moi qui l'ai attaqué en premier. Il a été attaqué en premier par 2 avions d'un autre flight.
Et c'est là qu'il a largué ses planeurs. Je ne pouvais pas vous attirer sur les planeurs, surtout qu'ils étaient tellement lents que... Et puis les autres, les chasseurs allemands qui sont arrivés, et j'ai eu l'occasion rapidement de tirer dessus. J'ai le film d'ailleurs. Très bien. On voit très bien. Quelle zone c'était? C'est passé Au-dessus de l'Allemagne. Sous l'Allemagne. Oh, sur Flensburg ou à Saarbrück. Enfin, c'était toujours dans notre secteur, notre chasse gardée. Vous n'avez conservé aucun film de l'époque Si, je les ai tous. Vous les avez tous? Il y avait la possibilité d'en voir? Ils sont en 16 mm, En au moins ils 16. sont en 16. Ah, on ne vous les a pas passés en vidéo. Il faut que je les fasse faire en cassette. Ah bah les canons étaient... Les caméras étaient en 16, sauf ce Tempest qui était en 35. Parce que vous savez que maintenant les Mais on m'a Américains... tout passé en 16. En 16. Et c'est possible de le passer un jour en vidéo? Oui, en vidéo, justement, c'est ce qu'il faudra que je le fasse. J'ai retrouvé la bande d'origine. Je l'ai retrouvée. Alors, il faut que je le fasse. J'ai hâte de le faire, j'ai retrouvé, c'est dans ma salle de pêche. Très bien, Pierre. Bon, ben, je vous remercie et je peux Enfin, vous voyez, on sait un petit peu tout.